Deuxième phase du projet de restauration du système Fagibine en cours d'élaboration. Le document provisoire a été présenté ce matin aux partenaires techniques et financiers. Cette deuxième phase du projet est évaluée à 25 milliards de francs CFA. C'est parti pour la récolte de la pomme de terre en zone office du Niger. Cette culture de contre-saison a mobilisé 120 villages et va générer plus d'1 milliard de francs CFA. Le premier coup de pioche a été donné par le ministre chargé du développement intégré de la zone office du Niger. À découvrir dans ce journal des œuvres inédites de 14 photographes maliens. Leurs photographies traitent du thème du développement durable. Chacun, à sa manière, veut sensibiliser l'opinion sur la question. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a procédé cet après-midi à Koulikoro à l'inauguration des 5 km de voirie urbaine. L'infrastructure a coûté plus de 2 milliards de francs CFA. Nous aurons un extrait du président au cours de ce journal. Mais avant de prendre la route de Koulikoro, le chef de l'État a reçu en audience une délégation de Caritas Internationalis. La délégation était conduite par le président de Caritas Afrique de l'Ouest, Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Elle était venue rendre compte au chef de l'État des résultats des travaux de la deuxième rencontre de Caritas Internationalis qui se tient à Bamako, comme nous vous l'avons signalé hier soir dans notre édition de 20h. La délégation s'est également entretenue avec Amadou Toumani Touré de la situation sécuritaire dans la bande sahélienne, précisément au nord du Mali. Le président de Caritas Afrique de l'Ouest a sa sortie d'audience au micro de Omar Koureichi. Nous voulions surtout dire notre compassion pour ce que le Mali vit en ce moment, surtout dans le nord, et aussi notre solidarité parce que pays sahélien, nous savons qu'il y a toujours des problèmes dans le Sahel. L'actualité est telle que tous les appels que nous avions déjà préparés, je pense un peu pour l'ensemble des pays du Sahel, nous oblige même, j'allais dire, l'ensemble de la famille à être plus sensible à ce qui se passe au Mali actuellement. Nous allons pouvoir mobiliser quand même quelque chose pour intervenir de façon particulière au Mali au regard de la situation qu'il vit en ce moment. Je pense que chaque année, c'est quand même plusieurs milliards qui sont déversés sur le Sahel et donc cette année, il n'y a aucune raison que cela baisse, même si je pense que nous allons essayer de faire un peu plus. Notre rencontre avec le président, je pense qu'elle a été très enrichissante. On a vu un croyant en Dieu et qui, grâce à cela, regarde les problèmes, non pas pour les minimiser, mais les regarde avec sérénité et sérieux. Et en même temps, disposé à faire tout ce qu'il peut jusqu'au bout pour essayer à la fois de contenir, je pense, tout ce qui pourrait être des débordements et terminer, j'allais dire, la mission qui lui avait été confiée en tant que chef de l'État, la terminer, j'allais dire, à la fois avec sérénité et avec un grand sens des responsabilités. Et le président de la République a reçu par ailleurs le ministre de la Santé de la République islamique d'Iran. La coopération sanitaire entre nos deux pays a été l'un des sujets évoqués au cours de l'entretien. Le ministre iranien s'est ensuite rendu à la primature pour des entretiens avec le Premier ministre Sissé Mariam Kaïdama Silibé. Alpha Maïga, compte rendu. Autour du Premier ministre, les membres du comité interministériel sur les opérations référendaires et électorales de 2012. Cette 21e réunion du comité a fait le point des préparatifs des échéances à venir en ce qui concerne les matériels et documents électoraux. Le département de l'administration territoriale et des collectivités locales à ce jour en a réceptionné plusieurs. Nous avons surtout mis l'accent sur le matériel qui a été réalisé. Il y a une grande partie du matériel qui est réalisé. Et surtout l'achèvement des matériels lourds. Au cours de la semaine, nous avons reçu les isoloirs et sur les 33 conteneurs d'urnes que nous attendons, nous avons déjà 15 qui sont à Bamako et 18 qui sont entre Caille et Katia. C'est dire qu'à partir du lundi, tous les urnes seront à Bamako.
Et donc, la semaine à venir, là, nous avons commencé à procéder à l'acheminement de ce matériel à l'intérieur du Mali ainsi qu'à l'extérieur. Par rapport au fichier électoral, nous sommes dans le chronogramme. Au niveau du département, nous sommes en train de préparer parallèlement l'élection des conseillers nationaux. Bien sûr, pour la mise en place du Haut Conseil des collectivités. Cette élection doit se tenir en principe le 25 mars. Et nous avons déjà reçu la liste des électeurs au niveau des cercles ainsi qu'au niveau des communes. Nous sommes en train de recevoir la liste des candidats. Mais je tiens à rappeler que le délai de dépôt de la liste des candidats est fixé au 29 février. Voilà, c'était plutôt là le compte-rendu de la 21e réunion du Comité international sur les opérations référendaires et électorales de 2012. Après examen et adoption du procès verbal de la 20e réunion, les membres du comité ont fait le tour des préparatifs des élections et reportages signés donc Amadou Sankari. Et nous allons à la primature pour retrouver le ministre iranien qui a rendu visite aujourd'hui à Madame Sidibé Mariam Kaïdama pour des entretiens, et Alpha Maïga nous en dit plus. Alors qu'il était sur le point d'aller à Koulikoro, le président de la République reçoit le ministre de la Santé de la République islamique d'Iran. Occasion pour les deux personnalités de faire un large tour d'horizon de coopération entre les deux pays de façon générale et la santé en particulier. Notre président avait envoyé une invitation à l'endroit du président malien pour effectuer un voyage d'État en Iran. Aujourd'hui, dans l'audience, j'ai rappelé cette invitation. Auparavant, nous avons mis à la disposition du gouvernement malien 10 ambulances. Aujourd'hui, nous avons fait un don de médicaments et des moustiquaires imprégnés. J'ai raconté cela au président. Il y a une deuxième polyclinique iranienne en train d'être construite. Un troisième, on a acheté pour ouvrir, que ça va gérer par le Croissant-Rouge iranien pour servir la population malienne. J'ai annoncé au président que notre ministère a l'intention de octroyer 20 autres ambulances au ministère de la Santé du Mali pour servir la population de différentes régions de ce pays. L'hôte du jour n'a pas manqué d'évoquer avec le président Amadou Toumani Touré les échanges qu'il a eus avec Diallo Madeleine Ba, ministre de la Santé du Mali. Les échanges étaient axés sur la formation, entre autres. Aujourd'hui, nous avons entretenu avec Madame la ministre de la Santé malienne sur différents sujets, y compris formation des cadres médicaux maliens en Iran, et sur l'enregistrement et les qualités des médicaments iraniens qui peuvent être au service de la population malienne. C'est un beau pays avec une population amicale. Avant de prendre congé, Marzi Vahid, ministre de la Santé de la République islamique d'Iran, a offert un cadeau symbolique au président Amadou Toumani Touré. Il s'agit d'une œuvre d'art. Auparavant, la délégation iranienne a été reçue par le chef du gouvernement, le premier ministre Sissé Mariam Kaïdama Sidibé. Là aussi, entre Iraniens et Maliens, il a été question de renforcement de la coopération entre les deux pays. Et le Premier ministre a reçu en audience la secrétaire exécutive du Forum africain des régulateurs des services publics. Avec les deux personnalités, il a été question des conclusions de la formation sur le partenariat public-privé sur la tarification de l'eau et de l'électricité. La secrétaire exécutive nous donne des détails sur cet entretien. Elle est au micro de Amadou Sankari. On a discuté de la FUR, du travail que la FUR est en train de faire en Afrique et aussi de l'atelier qu'on a eu pendant cette semaine ici à Bamako, qu'on a parlé de la tarification des énergies renouvelables, de comment partager l'énergie entre
les différents pays. On a discuté des partenariats publics-privés et les partenariats publics-privés, ils essayaient d'apporter de l'argent du privé en collaboration avec les gouvernements pour arriver à pouvoir investir plus dans le secteur de l'électricité et arriver à électrifier, à avoir plus d'accès à l'électricité dans tous les pays d'Afrique, mais spécialement dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà le chef du gouvernement qui a également reçu les participants à la rencontre régionale sur la sécurité nutritionnelle cet après-midi. Notons que la dite rencontre est une initiative lancée par l'UNICEF et l'Union européenne. À terme, le système devrait couvrir au moins 25 millions d'enfants sur la problématique de la nutrition. Le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance nous éclaire davantage sur la question au micro de Adama Tangara. On a indiqué à Madame le Premier ministre, c'est un petit peu la complexité de la nutrition. La nutrition, c'est pas seulement un problème de disponibilité des aliments, c'est aussi des comportements, c'est un certain nombre de choses, ça touche tous les secteurs, tous les domaines. Ça touche aussi bien l'éducation, ça touche évidemment l'agriculture. Donc on n'est pas tout seul dans cette initiative, il y a un certain nombre d'agences qui sont là aussi, un certain nombre d'organisations internationales qui sont présentes et qui vont nous aider dans cette initiative. Et donc l'idée c'est de pouvoir effectivement faire un plaidoyer assez fort pour que la problématique de la malnutrition soit prise le plus au sérieux possible et au plus haut niveau dans les différents gouvernements, de façon à ce qu'elle soit petit à petit intégrée dans les plans sectoriels, dans les interventions sectorielles. Et pour ça, effectivement, on a besoin de quelqu'un qui coordonne. Et c'est la raison pour laquelle on a fait notamment un plaidoyer assez important pour l'adoption politique de cette politique nationale nutrition qui a été validée techniquement en juin de l'année dernière et qui attend encore aujourd'hui d'être approuvé, on va dire, politiquement, pour être évidemment mise en œuvre. J'ai aussi indiqué que dans le contexte actuel que nous connaissons, de crise alimentaire et nutritionnelle, il était urgent, effectivement, de pouvoir mettre en place cette politique afin de soulager effectivement les populations qui actuellement sont dans le besoin. Les travaux du cours international francophone des cadres de la santé sur la lèpre ont pris fin cet après-midi. 10 jours durant, les participants de 15 pays d'Afrique francophone ont approfondi leurs connaissances sur, entre autres, l'épidémiologie, les indicateurs de la lèpre, le diagnostic et le traitement. Djemba Moussa Konaté, les détails. Introduire l'enseignement de la lèpre dans les curricula de formation des écoles de santé des pays du cours international francophone des cadres de la santé sur la lèpre, réduire de 35% le taux d'infirmité d'ici 2015, associer les tradithérapeutes à la détection de la lèpre, impliquer les malades blanchis de la lèpre dans la sensibilisation communautaire, ce sont là quelques recommandations phares du cours international francophone. Cette formation a permis aux cadres de la santé présents à cette rencontre de reconnaître la lèpre dès les premiers signes afin d'anticiper sur le traitement. La Fondation a consacré une partie de son budget à la tenue de cette session. 31 participants de 15 pays d'Afrique francophone et de Madagascar sont prêts aujourd'hui à être les formateurs des acteurs de la lutte contre la lèpre dans leurs pays respectifs. De plus en plus, on perd des ressources humaines correctement formées pour s'engager dans la lutte contre la lèpre. Donc on espère qu'à l'issue de ces travaux, ceux qui ont été formés retournent dans leurs pays respectifs et forment la masse critique nécessaire pour engager la lutte et maintenir la lutte contre la lèpre. La représentante de l'OMS au Mali a apprécié l'expérience acquise par les participants au cours de cette formation. Vous constituez un espoir pour nous parce que si vous continuez dans cette même ardeur, je suis sûr que vous pourrez faire la différence au niveau des pays en poussant les décideurs à ne pas continuer, à ne pas penser que la lèpre n'est plus un problème de santé publique. Donc votre plaidoyer, votre engagement, votre abnégation et vos sacrifices pourraient nous aider davantage.
les participants au cours international francophone des cadres de la santé sur la lèpre ont réaffirmé leur engagement à partir de cet instant pour lutter efficacement contre la lèpre dans les 15 pays concernés. La Banque mondiale s'engage aux côtés du gouvernement malien à améliorer l'accès aux services de santé reproductive pour plus de 2 millions de femmes au Mali. Cette volonté s'est concrétisée par la signature d'un accord de 14 milliards de francs CFA entre l'institution financière et le ministère de l'économie et des finances. Le projet, qui va durer 3 ans, concernera les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Salima Tandao, reportage. Par la signature de cet accord, le gouvernement du Mali et la Banque mondiale marquent le pas vers le renforcement de la santé reproductive au Mali. Plus de 2,2 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans bénéficieront directement de ce projet. Un projet qui permettra d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, dont l'échéance arrive en 2015. Après plusieurs années consacrées à une analyse approfondie de la santé et de la pauvreté et l'élaboration d'une note de politique sur les défis démographiques du Mali, la Banque mondiale s'est accordée avec votre gouvernement sur la nécessité d'accélérer les efforts liés à la santé maternelle en renforçant des investissements directs en santé de la reproduction, d'où la conception du projet de renforcement de la santé de la reproduction. Environ 14 milliards de francs CFA seront octroyés au Mali sous forme de dons pour renforcer l'offre, la qualité, la gestion et le suivi-évaluation dans le domaine de la santé de la reproduction. Le projet va permettre d'offrir aux populations cibles, et cela pour une durée de 3 ans, un paquet de services de santé incluant la planification familiale moderne, les soins de santé prénataux, un accouchement sécurisé et également des soins de santé post-nataux. Les interventions du projet de renforcement de la santé reproductive concerneront les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou qui enregistrent les plus bas indicateurs de la santé de la reproduction, ainsi que les zones périurbaines de Bamako où les populations vivent sous le seuil de la pauvreté. Plaider pour une augmentation de la ligne de crédit du secteur de la santé, c'est le débat engagé entre les membres de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement du Mali et les députés. Il s'agit pour les membres de la coalition de partager avec les élus la synthèse des actions de recherche et aussi d'amener les parlementaires à s'engager avec la CAD Mali dans la recherche de solutions. Alpha Maïga, compte rendu. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement du Mali travaille sur les budgets de l'État et ceux des collectivités territoriales il y a bientôt 8 ans. Cette rencontre avec les parlementaires s'inscrit dans le cadre du projet de plaidoyer budgétaire pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Koulikoro. La rencontre se justifie bien. La santé maternelle et néonatale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est un axe majeur des objectifs du millénaire pour le développement. En effet, il s'agit de partager les résultats de l'étude réalisée sur l'état des lieux des sages-femmes au niveau de la région de Koulikoro. Comme objectif visé, d'amener les élus nationaux que vous êtes, par le biais du plaidoyer lobbying budgétaire, à augmenter la ligne de crédit suffisant au niveau du secteur de la santé pour 2012. Cette rencontre qui portera sur les résultats des recherches menées par la CAD Mali fait suite à une série de rencontres effectuées avec les services techniques de l'État et les collectivités territoriales, tant au niveau régional que national. Il me revient alors de vous inviter à prêter une oreille attentive aux informations fournies qui vous permettront de prendre des décisions en faveur de la santé en général et surtout de la santé maternelle et néonatale. L'amélioration de la santé maternelle et néonatale reste toujours une préoccupation à tous les niveaux. Et si les parlementaires réussissent leur plaidoyer pour une augmentation de la ligne de crédit du secteur de la santé, c'est la nation toute entière qui gagne. Et à l'hémicycle hier, les députés ont discuté et adopté le projet de loi relatif à la régulation de l'espace audiovisuel. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était pour la circonstance devant les députés pour donner plus d'amples informations. Nous vous proposons un extrait de l'intervention de Sidi Kimfa Kounate. Il est au micro de Mahamadou Doumbia.
nous avons une presse qui forcément a des limites en termes de ressources humaines, en termes de formation, en termes de moyens financiers, en termes de capacité managériale. Mais nous devons reconnaître aussi que cette presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, les radios privées, les journaux privés, ont beaucoup apporté et continuent d'apporter beaucoup à la démocratie malienne. Et ce n'est pas parce que de temps en temps nous constatons des dérapages que nous devons jeter le bébé avec l'eau sale. Et ces dérapages, je crois qu'ils sont inhérents à toute société. Donc, tout en reconnaissant effectivement que nous avons des faiblesses aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on continue ensemble de donner les moyens à cette presse d'exister, de prospérer, de se développer, de mieux servir encore notre démocratie. Aujourd'hui, au niveau de la presse, les faiblesses que nous constatons, les dérapages que nous constatons, nous avons obligation de mettre en place les mécanismes nécessaires pour corriger ces faiblesses. Nous pensons aujourd'hui que la protection des abus, aucun texte ne pourra, quelle que soit sa perfection, ne pourra de façon définitive mettre fin à ce qui est une pratique humaine. La presse, on est dans le domaine de la création. C'est une science, c'est un art, mais c'est aussi une technique. Ce n'est pas à tailler à la règle, au compas et à l'équerre. C'est une œuvre de création. Donc, quel que soit le texte qu'on va faire, je pense qu'il faut qu'on se propose, qu'on soit disposé à améliorer, à corriger. Parce qu'à la pratique, forcément, il y aura des effets pervers sécrétés par la société. Nous devons nous y apprêter. Et je crois que les différents textes que nous sommes en train de proposer, parce que voyons ça, j'allais dire de façon systémique. Il y a aujourd'hui le texte qui est proposé sur les services privés de communication audiovisuelle. Dans quelques jours, le texte sur la publicité. Il y a le texte sur l'instance de régulation. Il y a le texte sur la création des écoles supérieures en sciences de l'information et de la communication. Mais il y a aussi le texte de la relecture des services publics. Donc c'est un chapelet qu'il faut voir, un ensemble qu'il faut voir. C'est vrai qu'on va procéder pan par pan, secteur par secteur, mais l'essentiel est que cela doit s'inscrire dans une vision globale. Donner à notre pays les moyens d'avoir une presse assez responsable et libre. La liberté dans la responsabilité, c'est ça le credo, ce sont les moyens que nous voulons qu'on mette à disposition pour la presse. Parole du gouvernement, Sili Kimfa Konaté, qui était devant les députés hier. Le président de la République a inauguré cet après-midi les voies urbaines de la ville de Koulikoro pour un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA, financés par l'État malien sur les fonds générés par la privatisation de la Sotelman. Ces voies urbaines longues de plus de 5 km constituent une bouffée d'oxygène pour les populations du Méguétan. Nous écoutons un extrait du discours du président Amadou Toumani Touré au micro de nos envoyés spéciaux Daouda Siliki Diarra et Abdoul Salam Mambara. C'est une dette que je paye. En aucune manière, je ne pouvais faire 10 ans de mandat présidentiel sans avoir laissé quelques traces à Koulikoro. Je me réjouis des travaux pour ce qui concerne les voies urbaines qui ont été effectuées au profit de la ville de Koulikoro. C'est vrai, le ministre des Transports, mieux que lui, a passé les différentes réalisations de ce vaste projet que nous avons engagé. Bougouni, à Kouchala, à Bandiagara, à Bamako, d'autres localités du Mali, et certaines aujourd'hui de ces voies urbaines sont en construction. Je voudrais citer Kidal, et je voudrais citer également le tronçon de route Baflabé, Maïna. Donc mes chers compatriotes, je voudrais également rajouter ma voix, celle du ministre, pour d'abord saluer et remercier
le gouvernement de la République du Mali. Parce que l'ensemble de ce financement a été entièrement réalisé sur le budget national. Je voudrais féliciter l'entreprise Fadoul, aussi bien que le bureau de contrôle et celles des entreprises qui ont fait l'éclairage public. Le pont de Caillot, c'est pour bientôt. L'autoroute Bamako-Koulikoro est en très bonne voie et nous souhaitons en tout cas avant la fin de notre mandat pouvoir engager les travaux. Quant à la voie de contournement, je pense que toutes les dispositions sont prises pour que la réalisation puisse être faite pour décongestionner la circulation à l'intérieur de la ville de Koulikoro. Mais mes chers compatriotes, comment venir à Koulikoro et ne pas parler de l'ICOMA? Je parlerai de l'ICOMA. Je n'ai jamais oublié les hommes et les femmes qui ont fait et qui ont connu la prospérité et qui ont contribué à la prospérité de la ville de Koulikoro. Jeune officier, j'ai vu les belles heures et j'ai vu également toute la contribution de l'ICOMA où nous rendons souvent visite. Je voudrais dire aux travailleurs, malgré le retard, malgré les difficultés que vous connaissez, je ne vous oublierai jamais. Nous avons fait des efforts. Nos efforts, malheureusement, n'ont pas été couronnés comme on l'aurait souhaité. Mais nous ne nous arrêterons pas. Il faut qu'on trouve une solution pour l'ICOMA. J'aurais souhaité depuis 2 ans inaugurer les 2 ou les 3 bateaux nouveaux qui allaient être mis à la disposition de la Comanave. Mais malheureusement, la lourdeur administrative, la complication des gens, tout cela ne m'a pas permis de réaliser mon ambition. Aussi, désormais ces choses faites, je ne sais pas si c'est que je souhaite que ça arrive avant juin. Mais dans tous les cas, les marchés sont passés, l'argent est disponible, les commandes sont passées, tout est accordé pour que nous puissions d'ici le mois de juin, c'est-à-dire la saison prochaine, fournir à la Comanave 2 grands bateaux pour le transport entre Koulikoro et Gao. Le président de la République est à Koulikoro cet après-midi pour l'inauguration des voies urbaines de la ville du Méguétan. Et nous allons revenir sur la cérémonie dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe les populations que le mois lunaire Rabiou Sani a débuté au Mali le jeudi 23 février 2012. Les travaux de la 5e session du Conseil économique et culturel se poursuivent. La session avec comme invité aujourd'hui David Bick, conseiller spécial pour la coopération, membre du Conseil économique et social du Luxembourg. Pour en savoir plus sur cette participation, écoutons David Bick. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. J'ai répondu avec beaucoup de plaisir à cette invitation, en accord avec le bureau du Conseil économique et social de Luxembourg, et dans la perspective de préparer, d'étudier la faisabilité d'une collaboration plus organisée et plus durable entre les 2 institutions. En quoi la statistique peut beaucoup aider le Conseil économique, social et culturel? Écoutez, le Conseil économique et social, c'est l'organisme de la société civile organisée qui doit apporter des points de vue dans un débat qui est celui du progrès des conditions de vie et des ménages et de l'économie de ce pays. Pour ce faire, il faut être capable de débattre avec les gouvernants à partir d'une connaissance qualifiée, mesurée de la réalité économique et sociale. C'est-à-dire que la qualité du débat auquel contribue le Conseil dépend de la capacité de ce dernier à bien utiliser l'information économique et sociale, mais aussi à ce que l'information économique et sociale du pays lui soit facilement accessible. Les questions qui m'ont été posées aujourd'hui sont des questions frappées au coin du bon sens. Ne nous appliquez pas des trucs qui ne marchent pas ailleurs non plus, bien sûr. Tenez compte de nos réalités, cette histoire de famille élargie,
Est-ce que les gens dans une famille élargie, s'ils n'ont pas de revenus monétaires, ils sont pauvres? Non, de toute évidence. Mais c'est clair que pour un statisticien européen, quelqu'un qui n'a pas un revenu, il doit être pauvre. Donc c'est une façon de retrouver, de rentrer à nouveau dans la réalité de vos pays. Et puis les gens sont de qualité, c'est agréable. Les questions qui sont posées sont des questions posées intelligemment. Il n'y a pas d'amertume, il y a une envie d'aller plus loin. Et moi, ça alimente, ça structure ce que je pense, ça enrichit l'expérience. La deuxième phase du projet de restauration du système Fagubin est en cours d'élaboration. La première phase arrive à terme le 31 décembre 2012. Le document provisoire a été présenté ce matin aux partenaires techniques et financiers. Cette deuxième phase du projet de restauration est évaluée à 25 milliards de francs CFA. Elle s'articule autour de certains axes principaux, parmi lesquels la poursuite de l'aménagement agricole et la prise en charge des besoins réels des collectivités. Brahma Traoré. L'Office pour la mise en valeur du système Fagubin est à la recherche de 25 milliards de francs CFA. 25 milliards pour le financement de la deuxième phase du projet de restauration du système Fagubin. Comment trouver cette somme colossale? C'est tout l'enjeu de cette rencontre entre les responsables de l'Office et les partenaires techniques et financiers. Une rencontre aux allures d'un véritable plaidoyer. Je suis certain, c'est parce que vous êtes prêt à accompagner le Mali que vous avez choisi non seulement d'accompagner la première phase, mais vous avez accepté d'être ici à cette rencontre. Tout acte posé pour la restauration et l'amélioration du système Fagubin est un acte de plus dans la réalisation du bien-être moral, physique et matériel de l'ensemble des populations, pas seulement du Nord, mais de l'ensemble des populations du Mali. L'exercice a d'abord consisté à expliquer aux partenaires techniques et financiers le potentiel hydraulique, agricole et pastoral du système Fagubin. Un exercice au terme duquel pas d'engagement immédiat, mais les bailleurs de fonds se disent convaincus d'une chose. Parce qu'avec l'eau, l'alimentation du bétail, la production de viande et de lait pourrait améliorer la vie des populations. Parce qu'avec l'eau, les poissons vont revenir pour revitaliser le secteur de la pêche. Le financement de la deuxième phase du projet de restauration du système Fagubin permettra de mettre en œuvre certaines actions dont la poursuite de l'aménagement agricole avec à la clé l'augmentation de la productivité. D'une durée de 5 ans, cette nouvelle phase vise également à consolider les acquis enregistrés. En 2006, nous avions à peu près 100 à 200 hectares d'emblavés. Ces dernières années, nous sommes partis jusqu'à 22 000 hectares. Le lac Télé a été rempli, le lac Takara également, et une partie du lac Fagubin. Nos actions ont eu comme résultat la régénération de l'écosystème, en plus de ce que ça a apporté aux populations qui vraiment ont tourné à un certain moment le dos à la famine. Le système Fagubin couvre 20 communes des secteurs de Tombouctou, Goundam et Diré. Il se compose de 2 zones bien distinctes, les plaines d'inondation de 250 000 hectares et les zones lacustres de 86 000 hectares. Direction Dakar, c'est dimanche en principe que se déroule au Sénégal la présidentielle de 2012, instructée sous haute surveillance et à haut risque, comme nous témoigne notre envoyé spécial Aoué Touré. L'élection présidentielle de dimanche est qualifiée par tous d'élection à haut risque. Pas de jour sans rassemblement, sans violence entre forces de l'ordre et manifestants. Des élections suivies par un nombre impressionnant d'observateurs, la presse nationale comme étrangère. Ce matin, la CEDEAO, qui compte 150 observateurs, a situé le contexte de sa mission difficile mais nécessaire selon son président. La CEDEAO s'est dit que cette fois-ci, nous n'allons pas nous contenter de venir observer. C'est pour cela que depuis mercredi, il y a une mission conjointe Union africaine-CEDEAO dirigée par le président Olusegun Obasanjo, dont je fais partie, avec notre directeur des affaires politiques, mais également un autre ancien Premier ministre togolais, M. Edem Kodjo. Donc depuis mercredi, hier, et nous allons continuer aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des contacts avec l'ensemble des protagonistes
dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous avons eu la chance de rencontrer déjà au cours de notre mission préélectorale. Et l'objet de cette première étape de notre mission, aussi bien pour l'Union africaine que pour la CEDEAO, c'est de contribuer à l'apaisement. C'est une mission de paix. Jusqu'à hier, des candidats comme Ibrahima Fall, Idrissa Seck de Rewmi, Alioune Tine du M23 ont demandé le report du scrutin. Non, rétorque le camp présidentiel et même Macky Sall de l'opposition. C'est donc dans un contexte de tension que les 5 millions d'électeurs éliront le président de la République, 14 candidats, 2 femmes, 3 anciens premiers ministres, 3 anciens ministres des Affaires étrangères et bien évidemment le président sortant, le patron du SOPI, changement en Wolof. À suivre donc l'actualité sénégalaise avec notre envoyé spécial Aoué Touré. Le Rotary Club célèbre son 50e anniversaire au Mali. L'événement a pour thème « Puiser en vous pour embrasser l'humanité dans l'amitié, l'entente et l'harmonie ». Le cinquantenaire du Rotary au Mali est placé sous le parrainage du président de la République. Plusieurs activités en faveur des personnes diminuées sont au programme. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Les membres des clubs Rotary se retrouvent pour fêter les 50 ans d'existence de leur organisation au Mali. Cette association apolitique encourage une haute éthique civique et professionnelle. Le cinquantenaire du Rotary au Mali est célébré autour du thème « Puisez en vous pour embrasser l'humanité dans l'amitié, l'entente et l'harmonie ». C'est dire donc que depuis les premières heures, les Rotariens du Mali ont accompagné la jeune République du Mali, travaillant au niveau des grassroots à combattre par la solidarité agissante la maladie, la faim, la soif, l'analphabétisme, à redonner espoir aux populations diminuées et à faire renaître le sourire sur le visage de milliers d'enfants et de femmes pour qui l'espoir semblait interdit. Le Mali va abriter pour la 3e fois, du 9 au 13 avril 2013, la 39e Assemblée et conférence du district 9100. Avec comme thème la paix par le service. Le Rotary est investi dans de grandes actions humanitaires en faveur de la paix, de la mère et de l'enfant, du développement économique et local, de la lutte contre l'analphabétisme et de la faim. Ce que vous faites est simplement que la traduction d'un acte de foi, d'un engagement pour l'humain. En tant qu'humain, vous avez estimé que vous aviez les moyens. Plusieurs activités sont inscrites dans l'agenda des activités du cinquantenaire du Rotary au Mali. D'abord, cette vaste campagne de l'action commune de don de sang intitulée « Mon sang pour les autres ». À travers cette campagne de masse, ça nous permettra non seulement de sauver des vies humaines et en même temps aussi de secourir nos frères et sœurs vraiment qui sont en besoin de ce sang au niveau des hôpitaux. On s'est fixé comme objectif au moins 1000 poches de sang qui vont aller dans les différentes structures de soins pour faire face aux accidents de la circulation, aux hémorragies. Les Rotariens sont allés également manifester leur solidarité à l'Union malienne des aveugles en leur remettant un important lot de vivres. Je souhaite que votre philosophie et votre esprit de solidarité puissent gagner tous nos compatriotes afin que les conditions de vie des personnes démunies soient davantage améliorées. Servir d'abord, telle est la devise du Rotary qui rassemble actuellement plus de 34 000 clubs dans le monde. Il est présent dans près de 200 pays avec plus d'1 200 000 membres. Le Rotary International est le premier club service fondé en 1905 par Paul Harris à Chicago, aux États-Unis. Bon anniversaire au Rotary. L'association Temdet se mobilise contre la traite des personnes dans les régions Nord Mali. Elle vient de lancer à Kidal une campagne de sensibilisation qui durera 3 mois. Elle vise à sensibiliser et à informer le public sur les conséquences liées à ce phénomène. Tchemoro Sagara, correspondance. Lecture de poésie sur l'humanité et de communication sur la connaissance du phénomène de migration irrégulière et les trafics des êtres humains sont les principales activités qui ont marqué le lancement de cette campagne de sensibilisation sur la traite des personnes et pratiques de l'esclavage à Kidal.
Une campagne qui durera 3 mois. 3 mois pendant lesquels les organisateurs entendent mener des activités culturelles, des causeries, débats et des concours en poésie dans les milieux scolaires. Elle permettra de prévenir et de protéger les victimes de la traite des personnes dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. L'objectif de cette campagne de sensibilisation est d'informer le public cible sur les conséquences liées au phénomène de migration irrégulière, de traite de personnes et de pratiques d'esclavage afin qu'ils prennent conscience de leur état et améliorer la situation des victimes et des potentielles victimes. Cette deuxième campagne entre dans le cadre des activités du projet de lutte contre la traite des personnes et pratique de l'esclavage au Nord Mali, un projet financé par le département des États américains et l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Ce projet dans lequel s'inscrit cette campagne de sensibilisation a pour objectif de fournir une assistance directe aux victimes de la traite, à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux au Mali, à promouvoir la coopération et la mise en réseau des forces de l'ordre, les cadres juridiques, la société civile, les ONG et associations. L'association TEMET prône la consolidation de la paix, le développement, la protection et la promotion des droits humains. Cette campagne est organisée par l'association TEMET et ses partenaires, l'OIM et Enda Tiers-Monde. Retour à Bamako, l'Institut national de la statistique tient depuis ce matin la 4e session de son conseil d'administration. Au cours de ce conseil, les administrateurs vont discuter du bilan des activités de l'année écoulée et vont élaborer un programme d'activité pour l'année en cours assorti d'un budget annuel. Amadou Ouattara. Chargé des enquêtes de la production et de la diffusion des données statistiques dans l'ensemble du pays, l'Institut national de la statistique enregistre aujourd'hui des acquis en matière de réforme institutionnelle du système statistique national. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2011, il a réalisé des résultats appréciables. L'Institut a pu réaliser concomitamment l'enquête modulaire permanente auprès des ménages et l'enquête de couverture à indicateurs multiples et la production des résultats définitifs du 4e recensement général de la population. Ces résultats ont aidé à la révision des indicateurs du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et des différentes politiques sectorielles. L'Institut a en outre assuré au cours de l'année 2011 la production régulière de statistiques économiques et sociales et un appui technique fort appréciable aux structures publiques et de la société civile. Malgré ces résultats engendrés, l'Institut ne doit pas faire perdre de vue les efforts à déployer à l'avenir dans le but de maintenir et de consolider ses acquis. Cette 4e session, qui s'inscrit en droite ligne de la poursuite des efforts d'amélioration des prestations de l'Institut, planchera entre autres sur les rapports d'activité et d'exécution du budget 2011 et le projet de budget 2012. Lancement hier en zone office du Niger de la récolte de la pomme de terre. Ce programme de culture de contre-saison a mobilisé 120 villages et doit générer plus d'1,8 milliard de francs CFA. C'est le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du développement intégré de la zone office du Niger à Bousso qui a donné le premier coup de pioche. Dougoufana Traoré. Les responsables de la zone office du Niger dans son ensemble étaient tout heureux ce jeudi dans le village de ND8 à une vingtaine de kilomètres de Ndebougou, visiblement satisfaits d'avoir accompli une mission, à savoir produire de la pomme de terre en qualité et en quantité pour faire face au déficit pluviométrique constaté ça et là au Mali. L'Office du Niger, en plus de la production du riz, jouera sa partition, avait dit Abousso. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'Office du Niger a mobilisé 120 villages, engagé 15 000 personnes, mobilisé aussi près de 400 millions de francs CFA et 9 coopératives de producteurs de pommes de terre. En somme, le géant rizicole du Mali avait mis toute la chance de son côté pour réussir son programme de pommes de terre. Un programme prôné par le président Amadou Toumani Touré. On regarde l'Office du Niger sous le prisme étroit de la culture, la motoculture du riz. Et nous avons voulu briser ce prisme et faire savoir que l'Office du Niger est un ensemble où tout peut être entrepris et où tout peut être réussi. Le 11 novembre 2011, que nous étions venus pour lancer la culture de la pomme de terre dans la zone Office du Niger. Moins de 3 mois après,
nous sommes aujourd'hui pour la récolte de la pomme de terre, avec des rendements auxquels nous n'espérions pas au départ. Nous avons réussi dans certaines zones 41 tonnes à l'hectare, ce qui est particulièrement important. Cette opération réussie ne s'arrêtera pas en si bon chemin. L'année de test est finie, il faut corriger les insuffisances afin que l'Office du Niger joue pleinement son rôle de moteur de développement du Mali. À partir de la campagne prochaine, des dispositions particulières seront prises pour que, en plus du riz, il soit exploité une superficie importante en maïs, une autre superficie importante en arachide, et qu'immédiatement au sortir de la campagne de la récolte de riz de septembre-octobre, on enchaîne avec la production de la pomme de terre. En zone Office du Niger, le bénéfice d'exploitation par hectare est de plus de 4 100 000 francs CFA. Auparavant, Abousso avait visité le champ d'ail de la coopérative des femmes de ND16 qui regroupe 278 femmes. Là aussi, une production record est attendue. Et ouvrons à présent une fenêtre sur les activités culturelles de la capitale avec d'abord cette exposition photographique. Qu'est-ce qu'il faut à notre pays pour un développement durable? C'est la question à laquelle 14 photographes maliens ont tenté de répondre à travers des clichés exposés à la médiathèque de Médina Koura depuis hier et ce jusqu'au 20 mars prochain. Chaque photographe sensibilise à sa manière les populations sur un sujet précis. Ils ont été guidés dans leur démarche par le célèbre photographe ivoirien Ananias Leki Dako. Regardons ces images inédites avec Aboubakar Maïga. 9 hommes et 5 femmes abordent les mêmes thèmes, à savoir pour un développement durable, mais par des approches différentes. Il leur a fallu en tout 2 semaines de recherche et de travail souvent solitaire pour illustrer leur vision d'un Mali touché par la désertification, la sécheresse et de nombreux autres phénomènes qui entravent son épanouissement. Les points communs entre ces 14 photographes, c'est qu'ils interpellent tous, sensibilisent et informent leur public sur leurs préoccupations personnelles à travers des regards autocritiques. Enseignement du célèbre photographe ivoirien Ananias Leki Dako. On a évité ces images qu'on a souvent vues de l'Afrique pauvre, de l'Afrique qui souffre. On peut parler de la sécheresse du Yoliba ou des menaces que le Yoliba connaît, mais en chantant, en louant. L'originalité des thèmes et des images nécessite souvent de longues analyses pour décoder les messages véhiculés dans chaque thème. Mon titre, c'est Cantique au Yoliba, louange au Yoliba. Moi, je m'interroge sur les problématiques autour du fleuve Niger, l'ensablement, la jacinthe d'eau, les herbes sauvages qui envahissent le fleuve, la pollution et le dessèchement du fleuve Niger. Travailler sur l'invasion chinoise. Quand je dis l'invasion chinoise, les produits que les Chinois amènent à Bamako pour envahir l'Afrique, notamment le Mali. Dans ces produits, ce qui m'a motivé, j'ai vu que les produits que les Chinois nous amènent ne sont pas de la bonne qualité. L'initiative est soutenue par le Musée national du Mali, les éditions Balanise, l'association culturelle et l'ambassade de la France. Ces sublimes images sur un autre Mali engagé dans une permanente mutation environnementale sont accessibles encore jusqu'au 20 mars prochain à la médiathèque de Médina Koura. Voilà. Un documentaire de 120 minutes du cinéaste vénézuélien Alberto Arvilo a été projeté hier soir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Cette œuvre est consacrée au système d'orchestre infantile et juvénile de la République bolivarienne du Venezuela, un projet auquel participent plus de 240 000 jeunes et enfants vénézuéliens et d'autres nations latino-américaines. Modibo Souaré a assisté à la projection. Voici son compte-rendu. Initié par l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela au Mali, ce film intitulé Tocar et le char, qui signifie jouer et lutter, est un modeste témoignage de 6 enfants vénézuéliens qui parlent de leur amour pour la musique. Des enfants choisis parmi 240 000 autres, tous regroupés au sein du système national des orchestres symphoniques juvéniles et infantiles du Venezuela. Réalisé en 2006 par le cinéaste vénézuélien Alberto Alvero, ce
projet stimulé par l'État du Venezuela fait partie des stratégies permettant de démocratiser la culture comme élément facilitateur de la conscience humaine. La projection de ce film vénézuélien vise à montrer comment la musique est conçue comme un instrument qui enrichit et stimule notre spiritualité. Elle fait partie d'un phénomène politique et social que dirige le président Chavez au Venezuela. Aujourd'hui, nous construisons un processus politique où la participation populaire s'approprie des pouvoirs de la culture et de la musique pour en faire un instrument libérateur de la conscience humaniste pour la vie. Qualifié comme étant la devise du système d'orchestre des jeunes et enfants du Venezuela, Tocar y Luchar est un film dans lequel la jeunesse apprend à jouer de la musique dans toutes ses composantes. Cette projection a été mise à profit par l'Ambassade du Venezuela au Mali pour remettre aux élèves de l'école Simon Rodriguez de Tabacoro 50 exemplaires du livre intitulé Lumière de liberté, un geste apprécié à sa juste valeur par la directrice de l'établissement. Ce livre Simon Rodriguez, Lumière de liberté, sera lu par ces enfants-là et on aura des commentaires là-dessus pour permettre à ces enfants de mieux connaître qui est Simon Rodriguez, qui porte le nom de leur école. Tocar y Luchar est un film qui explique la mission, les réussites et le travail des enfants participants, les témoignages de certains d'entre eux, ainsi que les commentaires et les opinions des musiciens et les directeurs artistiques de ce projet. Voilà, comme on le dit, la musique qui adoucit les mœurs. Et notre police adoucit l'ardeur des bandits. Elle vient de franchir un grand pas dans la lutte contre la criminalité à grande échelle. Elle vient de mettre hors d'état de nuire une quarantaine de bandits de grand chemin. Les malfrats sont répartis entre 5 commissariats de police de la capitale. Certains, comme ceux appréhendés par le 12e arrondissement, disposent d'un impressionnant arsenal, notamment 4 véhicules, des motos et des pistolets automatiques calibre 7,65. Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a fait le tour des 5 arrondissements. Suivons ensemble. Ces éléments appréhendés par le commissariat du 12e arrondissement sont très dangereux. À la recherche de butin, ils n'hésitaient pas à ouvrir le feu sur des individus. À leur arrestation, les policiers ont retrouvé sur eux 4 véhicules, des motos, des ordinateurs et d'autres objets. Ces professionnels du banditisme disposent de tout un arsenal pour opérer. Des pistolets automatiques avec des calibres 7,65. Le chef de la bande est un Ivoirien, un vrai faux officier de la gendarmerie. Il dispose d'au moins 3 pièces d'identité de noms différents. Cette bande n'est plus à présenter. Ces membres sont tous des repris de justice. Parmi eux, Choubarachi, Fitini, Nagata. Ce groupe de malfaiteurs a semé la piscose chez plus d'un Bamakois. Ces jeunes avaient pour cible les hôtels, les restaurants et les grains. Ils s'attaquaient même parfois aux éléments de patrouille. Ces armes sont faites pour la guerre. 10 pistolets mitrailleurs et 853 cartouches. Elles ont été retrouvées détachées en colis dans un véhicule de transport par les éléments de la police du 10e arrondissement. Les policiers du 14e arrondissement ont mis le grappin sur 3 bandes de malfrats. Ces bandits sont détenteurs de faux billets de banque, de 20 puces Orange et Malitel. Ils ont aussi à leur possession des motos Jakarta. Ce handicapé fait partie des receleurs. Au cours d'une opération de ratissage, le 1er arrondissement a arrêté cet individu avec 19 kg de chanvre indien. Les hommes du contrôleur général Missa Diakité ont également mis hors d'état de nuire une bande qui n'avait d'autre objectif que de déposséder les paisibles citoyens de leur Jakarta. Des opérations réussies grâce à la collaboration de la population. Ces malfrats, la plupart des récidivistes, seront traduits devant les tribunaux. La question que l'on se pose à présent est la suivante. Combien de temps passeront-ils en prison ? Et nous allons revenir sur d'autres aspects de ces arrestations dans nos prochaines éditions avec Mohamed Diarra. 25 février 1992, 25 février 2012, la constitution actuelle de notre pays a 20 ans et sa révision est envisagée. Pourquoi une révision constitutionnelle après l'adoption de la loi portant révision de cette constitution? Quel est le prochain défi à relever? Autant de questions auxquelles répond le ministre de la Réforme de l'État,
Daba Jawara dans un entretien accordé à Moussa Arimaïga et dont voici un extrait. Dès l'adoption de la Constitution de 92, l'État est apparu qu'elle comportait des insuffisances et des lacunes. C'est pourquoi, dès 2001, il avait été tenté une première révision du texte fondamental, du texte de 1992. Et les raisons qui ont conduit en 2001 à la proposition d'une révision de la Constitution sont des raisons qui sont demeurées et qui se sont avérées avec l'expérience, avec la pratique institutionnelle. Donc ces insuffisances et ces lacunes, tout le monde convient aujourd'hui qu'il faut les corriger pour donner une nouvelle impulsion à notre processus démocratique. Et notre Constitution donne l'initiative de la révision de la Constitution au président de la République et aux députés. Dans le cas d'espèce, c'est le président de la République qui a pris l'initiative de la révision de la Constitution. Le rôle de l'Assemblée nationale a été très très important dans le travail qui a été fait. C'est ce qui explique peut-être que l'Assemblée ait voté dans une très large majorité, pratiquement à l'unanimité, le texte qui lui a été soumis avec les amendements que la commission de loi a formulés et que le gouvernement a acceptés. Les innovations, elles sont nombreuses. Les premières touchent d'abord l'exécutif, de nouvelles conditions pour la recevabilité des candidatures à l'élection du président de la République. Ce qui est proposé n'accroît en rien de manière extraordinaire les pouvoirs du président de la République. Les pouvoirs que le président va détenir à la suite de la révision de la Constitution sont celles que tout président de la République exerce en fait et en droit dans un régime semi-présidentiel. Des grandes avancées au niveau des droits, de la protection des droits et des libertés, mais également promotion, meilleure prise en compte de l'égalité hommes-femmes. Il y a la création de nouvelles institutions. Nouvelles institutions comme le Sénat. Toujours du point de vue des institutions, le Haut Conseil des collectivités est supprimé. Certaines autres institutions sont réorganisées. C'est le cas de la Cour suprême. Et la Cour constitutionnelle sera également réorganisée. Le texte qui est proposé consacre comme langue officielle, au même titre que le français, l'ensemble des langues nationales qui aujourd'hui font l'objet d'une loi. En plus, le nouveau texte fait une référence à la charte de Kouroukanfoua. Une charte de Kouroukanfoua qui date du XIIIe siècle. Et c'est là pour montrer que sur la terre sur laquelle nous vivons, les hommes ont pensé dès cette époque donner un caractère institutionnel à l'exercice du pouvoir et ont retenu des principes et valeurs de la vie en société, des principes et des valeurs qui sont encore valables aujourd'hui, dont certains continuent à servir à la résolution des conflits qui peuvent surgir dans notre pays et dont certains sont totalement compatibles avec les principes et valeurs de l'État démocratique et républicain. Donc, le défi que nous allons, au nom du président de la République, avec l'appui des membres du gouvernement, chercher à relever, c'est d'amener l'ensemble des partis politiques qui ont voté cette loi à l'Assemblée, l'ensemble des partis politiques qui l'ont soutenue à l'extérieur de l'Assemblée, l'ensemble des organisations de la société civile qui se sont mobilisées et qui continuent à le faire autour de ce projet, l'ensemble des médias publics et privés, et particulièrement l'ORTM, pour que tous ensemble, nous nous mobilisons pour donner une nouvelle chance à la démocratie au Mali.
Voilà, à retrouver l'intégralité de cet entretien après ce journal. Une nouvelle parution dans les kiosques. Il s'agit du journal satirique Warablin qui signe son retour avec un numéro spécial traitant de la crise du Septentrion. On y retrouve des rubriques familières comme le Mérito, la série rouge ou encore Warablescopie. Voilà, un document à lire et à garder. Warablin qui fait son retour. Et c'est la fin de ce journal de la télévision nationale. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs du Gabon. Bonsoir.